Bonjour, oui, vous m'entendez, parfait. Bon, bonjour, merci d'être là. Donc, je vais vous parler d'un talk aujourd'hui non technique, implémenter le modèle d'entreprise de demain. Mais vous avez dû voir dans le titre, tout doux, tout, voilà, c'est un titre technique, puisqu'en fait, je suis technique. Donc, pour me présenter, Karl Azouri, président cofondateur de Zenica, ça fait 20 ans que je travaille. Donc, ça va, j'ai plus de cheveux, j'ai la barbe blanche. Ça fait un certain temps voilà, que en vrai, même c'est le logo pixelisé. Donc 10 ans en tant que consultant. Donc moi, j'ai comme vous, comme la plupart d'entre vous dans la salle, consultant. Et 10 ans dans l'aventure entrepreneuriale. Et en fait, au bout de 10 ans, on s'est dit, ben voilà, on est dans notre société. Et en fait, à un moment, on a été racheté par une autre boîte. Et on a vu une réunion avec la direction qui venait présenter la fusion des entreprises, des deux entreprises, avec les avantages d'une entreprise, les avantages de l'autre, et en disant « Ah, voilà, on va tout uniformiser ». Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a tout de suite remarqué le langage corporel. On va tout uniformiser, il y a juste une main qui a baissé, il n'y a pas les deux. Donc on s'est dit, voilà, bon, c'est une petite anecdote, mais sur ce sujet-là, voilà, on s'est dit, il est temps de partir et de faire autre chose. Là, il y avait le choix. Deux options, c'est soit partir en indépendant, et on s'est dit, bah voilà, comme ça, on fait ce qu'on veut, on peut gérer notre vie. Soit essayer de construire quelque chose un peu sur ces principes-là, donc créer l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être quand on était consultant. À titre perso, donc technique, je fais de la technique pendant très longtemps, donc je commençais en small talk, je fais 6 ans de small talk, avec Clojure, tout ça, ça fait longtemps qu'on en fait en small talk. La dernière IDE sur mon poste, c'était Eclipse, Kepler, donc 2013-2014. Et Spring, c'est le framework voilà, sur lequel j'ai énormément travaillé depuis 2002. Ça fait longtemps que je fais du Spring, formateur sur Spring. Jusqu'à l'année dernière, je donnais la formation Spring. Et à titre perso, ben voilà, je suis un geek. Ça, c'est mes passions. EverQuest, World of Warcraft, toutes les versions de Warcraft d'ailleurs. Et là, je joue pas mal à Hearthstone. Donc, s'il y a des Hearthstoners dans la salle, je ne sais pas comment on dit, vous avez mon ID, vous m'ajoutez et on se fera des parties de cartes. Ce sera avec grand plaisir. Anecdote suivante, c'est à un moment, ben voilà, j'étais il y a quelques années, et j'étais amoureux et j'avais envie d'impressionner une fille. Et je me suis dit, tiens, on va l'emmener dans cet hôtel posé sur le toit de Palais de Tokyo. Donc c'est un hôtel éphémère, ça dure 1 an. Et impossible de réserver la chambre parce que la chambre a été mise en vente à n'importe quel moment de la journée. Et là, je me suis dit, j'ai essayé, mais j'arrivais pas à être là au bon moment. Et je me suis dit, merde, je suis technique. Donc, je fais un petit script, et puis j'allais checker la page HTML, voir toutes les 5 secondes, voir si elle ne changeait pas. Et dès qu'elle changeait, faire toutes les données d'enregistrement. Et j'ai réussi à réserver 7 fois une nuit là-bas. Et j'ai pu en faire profiter des amis jusqu'à ce qu'ils détectent qu'il y avait un truc qui se passait de bizarre. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, il y a une notion très importante, c'est la notion de plaisir. Et c'est un peu la notion qui va suivre mon sujet, là, c'est le plaisir de faire les choses. Et puis la technique est partout. Ceux qui étaient à la keynote ce matin, on a parlé d'innovation technologique, la technique est vraiment partout. Et même pour des histoires comme celle-là, voilà, la technique, on est dans le domaine. Voilà, ça c'est le sujet. Alors, petit test, je vais voir avec vous. Donc vous connaissez le principe des illusions d'optique. Donc là, on a 2 cercles qui sont différents, qui ne sont pas de la même taille. Et il y a un rouge et un bleu, je dis ça pour les daltoniens. On va faire un petit sondage. Ceux qui pensent que le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu, levez la main. Ah ouais, à peu près 10%. Et ceux qui pensent que c'est l'autre cercle qui est plus grand, que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge, levez la main. Oula, il y en a beaucoup plus qui pensent que... Ouais, on doit être à 40%. Très bien. Ben, la réponse, vous allez la voir, c'est exactement les mêmes cercles. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors pourquoi je vous ai fait ce test et qu'est-ce que je cherche à enseigner avec ce test? C'est que on entend des choses et on va croire qu'elles sont vraies, mais contre notre intuition. Parce que je pense que quand vous avez vu l'image apparaître, vous avez tous pensé qu'ils étaient de la même taille. Et donc l'idée, c'est de ne pas forcément faire attention, voilà, de se fier à sa propre intuition. Et un exemple, moi j'ai quelqu'un qui est venu en entretien et puis je lui parle d'entreprise, voilà, blablabla. Et au bout du speech, il me fait bah, très bien, ça a l'air super ce que tu me dis, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et c'est la seule fois que quelqu'un m'a posé la question d'entretien, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et depuis, il est toujours là, on échange ensemble, et c'est intéressant d'échanger avec lui, parce que quand j'affirme quelque chose, il me challenge toujours. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un stagiaire qui est chez nous, qui fait de l'ergonomie, de l'UX, il n'aurait jamais été chez nous s'il avait écouté sa prof, qui lui a dit « ne postule pas en SS2I, parce qu'il n'y a pas un poste pour un stagiaire en ergo en SS2I ». Donc voilà, donc l'idée, c'est de ne pas forcément écouter, voilà, de se fier à son intuition. Et nous, quand on a voulu donc créer notre entreprise, on s'est dit, bah voilà, il y a des choses qu'on entend souvent,
et qui, pour nous, voilà, dans les sociétés de services, ne raisonner que par le taux de staffing, non. Alors c'est important certes, mais ce n'est pas le moteur, principal. Les intercontrats, c'est mal. Il y a forcément des intercontrats, c'est structurel, on ne peut pas éliminer les intercontrats, à nous de pouvoir les utiliser correctement. Les startups, c'est cool, mais pas assez de services. Alors non, c'est pas vrai. D'autres boîtes peuvent être très cool, pas que les startups. Et j'y reviendrai dessus. Et je donnerai les raisons pourquoi les startups, c'est cool, c'est vrai, mais il n'y a pas qu'elles. Et des salariés heureux égale une entreprise performante. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On parle d'entreprise de demain, on parle d'entreprise libérée. On dit oui, rendez vos salariés heureux, vous aurez une entreprise performante. Pareil, je ne suis pas d'accord. On peut être heureux et ne pas être performant. On peut faire des choix stratégiques erronés. On peut avoir un retournement de marché. Donc moi, j'ai tendance à dire, quitte à se planter, autant se planter heureux. Donc l'histoire d'être heureux, c'est vraiment une question de philosophie. L'histoire de plaisir aussi. Donc on passe pas mal de temps dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une question philosophique là. C'est l'histoire de plaisir et de pouvoir passer du temps dans son entreprise, mais du temps en étant bien. Autre élément de contexte, un chiffre, la création d'emplois par les entreprises entre mi-2013 et mi-2015. C'est 57 000. Donc ce chiffre est assez bas. Il y a le lien... voilà, moi j'étais surpris, il y a pas mal de références. Et quand on compare par rapport aux créations d'emplois dans les entreprises dans les autres pays, on voit que même dans les autres pays européens, c'est beaucoup plus qu'en France. Et en fait, je parle de ça parce qu'on vit dans un secteur, quand on regarde les infos à la télévision, etc., nous, notre secteur, ce n'est pas la même chose que ce qu'on entend sur l'économie en France. On est dans un secteur où les entreprises veulent s'arracher des talents. Le taux de chômage chez les consultants, les ingénieurs, ce service est très bas. Et les entreprises redoublent d'imagination et d'efforts pour attirer des talents. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, comme le secteur pousse à ça, pourquoi ne pas imaginer ce qu'est l'entreprise de demain, et de se dire, voilà, ce n'est pas que notre secteur qui est différent du reste de l'économie française, mais appliquons ces principes à tous les secteurs et à d'autres entreprises aussi. Donc là, je viens partager, donc j'ai dit tout doux, c'est comme un projet open source, je viens présenter des choses et qui peuvent évoluer, ce sera participatif, je vous poserai des questions. Et sur le taux de chômage, j'en parlais, le taux de chômage en France, c'est 10%. Et comment on va résoudre le problème du chômage en France? Est-ce que ça va être un homme politique qu'on va voir, je ne sais pas de quel bord, qui va venir traiter le problème? Est-ce que ça va être un économiste? Non, qui va résoudre le problème du chômage en France? C'est Paul. Donc vous avez peut-être vu cet article, donc Paul Douane, qui est un expert Big Data, 22 ans, qui, donc, dans l'Humanité, Figaro, c'est des journaux complètement différents, qui vient de la Silicon Valley, qui vient avec son algorithme pour faire le matching entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. Et je pense que c'était ce sujet sur la technologie, on parlait du software qui est partout, etc. Ce genre de choses, il y a 10 ans, on ne l'aurait jamais vu en fait. On n'aurait jamais lu un article dans un magazine ou dans un journal pour dire que le chômage d'un pays va être résolu par un geek, un expert Big Data. Et donc on est vraiment dans un monde différent, dans le monde de demain, et c'est nous qui codons le monde de demain. Et donc ça, c'est la transition pour tous ceux qui ont leur t-shirt, et ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez aller le chercher au stand. Maintenant, je vais poser des questions sur vous. Je vais faire un petit sondage pour voir donc, qui dans cette salle n'est pas technique. Donc levez-vous, ceux qui ne sont pas techniques, pour voir, voilà, je sais pas, vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, très bien. Donc, vous pouvez rester debout. Non, c'est une blague. Et qui travaille dans une société de services? Ok, c'est plutôt la majorité là pour le coup. Très bien. La troisième question, ce n'est pas un sondage public, c'est pour vous. C'est une question à se poser. Voilà, qui se sent bien dans son entreprise? Alors, super. Vous êtes un peu plus de la moitié, 60%, je dirais 70%. Donc c'est très bien. Et j'allais dire, de toute façon, à la D-Box, on a des conférences comme ça, forcément. Mais voilà, mais typiquement, ceux qui font passer des entretiens, peut-être le découvrent aussi quand on voit des gens en entretien. C'est toujours des personnes qui ont envie de changer, qui n'ont pas envie de sentir comme un numéro, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de progresser, d'échanger avec d'autres collègues. Donc voilà. Donc ça, c'est... Et dernière question, qui pense que son entreprise lui apporte quelque chose? C'est bien, c'est majorité. On est pareil à 70-80%, donc c'est parfait. Donc maintenant, c'est quoi l'entreprise de demain?
C'est quoi l'entreprise de demain? Alors, c'est pas une entreprise de service auquel vous pouvez penser. Elle ne travaille pas les couleurs rouges. Alors, deux raisons pour ce slide. Le premier, c'est le plaisir, donc j'en parlais. Il ne faut pas oublier que le plaisir, c'est un moteur important. Vous connaissez tous Simon Sinek, le how, why, how, what, why. Et si vous posez la question, pourquoi on fait les choses, et vous dites, ben voilà, parce que je veux faire tel chose, je veux faire améliorer la vie des gens, mais pourquoi tu veux le faire, etc. Et en général, quand on pose le why, et qu'on va plus loin, on pose 3-4 fois le why, mais pourquoi, ben finalement, on en revient toujours, parce que ça me fait plaisir. Si ça ne me fait pas plaisir, je ne le fais pas. Et ça, c'est aussi un peu une question de sens. Et la deuxième raison de ce slide, c'est le KISS. Donc vous connaissez tous le KISS, Keep it simple, stupid. Et en fait, ce qui se passe dans le software, dans le développement, c'est la même chose dans l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir rester simple. Vous connaissez tous, j'imagine, le single responsibility pattern. Une classe ne doit changer que pour une seule raison. Et en fait, dans une entreprise, c'est pareil, on part de la fonction première et on a des fonctions, le directeur commercial, la stratégie commerciale, la finance, piloter pour l'atterrissage, la direction technique, faire grandir l'image technique de l'entreprise, faire évoluer techniquement les collaborateurs. Il ne faut pas se perdre de sa fonction première. Et donc, c'est pareil, comme pour le craftsmanship, quand on veut designer du software de qualité. L'idée, c'est de voir comment, dans une entreprise, on peut mettre en place des patterns et rester simple. Et vous le savez tous, la simplicité, c'est le plus dur à faire. Et c'est vraiment, le keep it simple, on va le retrouver partout. Alors, une entreprise, c'est quoi? Donc, je vais faire un parallèle avec l'application. Donc, qui fait des applications j'imagine du Java dans la salle, c'est tous Java, principalement. Voilà, la très grande majorité. Donc voilà, donc une entreprise, c'est quoi? Je vais faire un parallèle avec les applications Java. Donc déjà, la première chose, c'est le sens. Une entreprise doit avoir du sens. Et c'est pour ça que les startups, pour moi, c'est une des raisons, et pas la seule, pour laquelle une startup c'est bien, c'est parce que la startup a du sens. Quand on y va, on sait pourquoi on y va. On y va parce que je veux révolutionner l'univers du reverse proxy. On y va, pour ceux qui font l'allusion, on y va parce que je vais faciliter le covoiturage, je vais changer la vie des gens, parce que on va pouvoir réserver un appartement, visiter un pays moins cher, etc. Donc les startups ont du sens. Et quand on développe une application, c'est pareil, on veut résoudre une problématique, on veut donner du sens à un projet, donc on développe l'application pour résoudre une problématique particulière. Donc comme toute application, il y a des clients qui vont se connecter. Donc là, ce n'est pas des clients HTTP, c'est des clients qui se disent qu'ils vont interagir avec l'entreprise parce que l'entreprise a un sens, elle fournit un service et le client a besoin d'y accéder. Donc ils vont passer par la couche présentation, donc par le commerce. Donc le nom présentation va bien en l'occurrence pour les commerciaux. Et du coup, c'est eux qui vont faire l'interface avec le client. Ensuite, dans une entreprise et de service, la couche métier, c'est les consultants. Quand un client a un besoin, que ce soit technique, méthodologique, agile, etc., souvent, ceux qui connaissent et qui vont pouvoir résoudre et répondre à la problématique client et qui connaissent donc le métier, c'est les consultants. Et ensuite, il y a le back-office avec le marketing, avec la logistique, avec la compta. Et tout ça se transforme en euros. Ou en heureux, comme vous voulez. Et pourquoi faire du résultat? Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et je l'ai énormément entendu, pourquoi une entreprise doit faire du résultat? Pourquoi gagner de l'argent? J'ai déjà entendu la phrase de dire « Ah, ben voilà, l'entreprise, elle est à zéro, ça veut dire qu'elle était bien gérée, et donc parce qu'elle a pu tout payer, les salaires, etc., et elle ne dégage pas d'argent. » Mais en fait, une entreprise doit dégager de l'argent, doit faire de la rentabilité, et ce pour 3 raisons. La première, c'est tout simplement pratique. Déjà pour sa survie, pour la confiance des partenaires économiques. Donc si à un moment il y a besoin d'emprunter de l'argent, si à un moment il y a besoin d'emprunter, alors soit emprunter de l'argent pour les financements du courant, soit pour du développement. Donc les partenaires financiers vont s'assurer que l'entreprise est capable de gagner de l'argent parce que sinon ils ne prêteront pas d'argent. Ensuite, les clients. Quand les clients s'adressent à l'entreprise, ils disent « Tiens, je n'ai pas envie que cette entreprise fasse faillite, j'ai besoin d'eux sur le long terme. » Donc, je vais m'assurer que je travaille avec une entreprise rentable. Et troisièmement, c'est pour tous les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, pour les primes, la participation, les augmentations de salaire. Si l'entreprise gagne de l'argent, à la fin de l'année, on peut dire « Ah, j'aimerais bien avoir mon augmentation. » Voilà. Donc, c'est important de gagner de l'argent et d'être rentable, et le tout étant de trouver le bon curseur. Et ensuite, il y a aussi, comme dans le parallèle avec les applications, un client peut directement échanger avec les consultants. Donc en mode service REST,
on passe pas par la couche présentation. Et ça sera intéressant pour la suite. Il y a des consultants aussi qui ont la capacité et la compétence et l'envie de discuter avec le client, d'échanger. Et ça fera des personnes intéressantes pour la suite. Et les services transverses. Alors, les services transverses, c'est là aussi où on va trouver pas mal d'éléments qui peuvent caractériser l'entreprise de demain. Alors pareil, comme je vous ai dit, c'est un work in progress. Donc il y a pas mal de sujets. Le premier, déjà, c'est on reste sur l'humain. Donc à la différence d'une application, là, il n'y a pas de prédictibilité, même si on peut discuter sur le terme prédictibilité dans le cas technique. Mais on est dans l'humain. Et première chose, c'est tout ce qui est la diversité, que ce soit la non-discrimination, que ce soit à l'embauche, sur le sexe, sur l'âge, sur les religions, sur l'origine. Et cette diversité amène la richesse dans une entreprise. Donc c'est de favoriser cette diversité. Deuxième élément, une entreprise doit fournir des services aux collaborateurs. À la limite, je reprenais l'exemple, à la limite, je suis dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle m'apporte, pourquoi dois-je y être? Et donc là, par exemple, Ma Place en Crèche, c'est un exemple de service qu'on peut fournir à des collaborateurs pour pouvoir avoir une place en crèche plus facilement pour leurs enfants. Alors l'idée, bien sûr, c'est plus l'entreprise a des moyens, donc on en revient aux euros heureux, et derrière ces moyens, de leur redistribuer une partie des bénéfices et pour ajouter de plus en plus de services. Un autre élément, c'est l'équivalent des TEDx, c'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on est technique, on fait un métier, commerce, marketing, etc. Et on va faire des formations pour monter en compétence sur ces formations, sur sa profession, sur son métier. Et derrière, ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qu'on peut apporter. La culture, le développement personnel, le bien-être. Donc typiquement, faire venir des conférences. Donc nous, on a pu expérimenter ça cette année. Donc on vient de le tester avec l'amiral Lajousse qui est passé, puis un chef d'orchestre récemment, toujours pour parler des thématiques d'entreprise, mais avec un regard différent. L'un avec son regard de navigateur, d'amiral qui a été élu DRH de l'année 2012, et le deuxième en tant que chef d'orchestre. Il a fait venir même une soprano, on s'est retrouvé à chanter Carmen, mais on a quand même parlé du travail ensemble et du travail d'équipe. Les valeurs. Alors les valeurs, c'est extrêmement important dans une entreprise. Les startups en ont, parce qu'on sait, ça démarre, il y a un petit nombre, il y a une vingtaine de personnes. Et les valeurs, c'est important surtout pour la croissance. Et j'y viendrai sur la croissance. Donc, dans les valeurs, on a 3, transparence, partage et convivialité. Les deux dernières, je ne vais pas m'attarder. Partage, convivialité, c'est exactement ce qui se passe à Devox et dans tous les meet-ups. On est là pour partager et passer des moments conviviaux. Donc cela, je les passe. Mais le troisième est très important, transparence, et sur lequel je vais insister un peu plus. On vit dans un monde où la transparence est partout. On voit les Panama Papers, il y a de plus en plus de choses qui se mettent à jour. Et la transparence, c'est aussi la crédibilité. On parle aussi de génération Z, des personnes qui disent non, ok, faut faire quelque chose, mais souvent la génération Z va dire mais pourquoi dois-je le faire? Donc la transparence, c'est important pour fédérer, pour la confiance. Et j'y reviendrai sur la transparence sur cet élément-là. Le sport, alors nous on en fait très peu, on peut avoir un ping-pong, un baby, je ne sais pas si c'est du sport, le baby, ça dépend de l'intensité qu'on y met. Mais voilà, le sport, c'est quelque chose qu'on devrait explorer, c'est une piste qu'on devrait explorer pour pouvoir avoir plus d'activités, c'est aussi fédérateur, on peut partager des moments ensemble. Il y a l'innovation, donc c'est aussi un petit clin d'œil. Donc l'innovation, c'est important dans une entreprise, on va parler d'innovation technologique ce matin. Mais il y a aussi l'innovation organisationnelle, l'innovation managériale. Et ça fait 2 ans qu'on essaie de mettre en place un programme de start-up pour accompagner les collaborateurs qui le souhaitent à créer leur start-up. Donc ce n'était pas évident d'arriver à la partie financement, parce que la technique c'est très bien, on développe plein de choses, mais on n'arrive pas à la partie financement. Puis Trafic, ça a très bien marché, parce qu'Émile, ça a cartonné, donc on a pu l'accompagner d'un point de vue organisationnel. Mais c'est important d'avoir de l'innovation dans son entreprise, et à tout point de vue, donc technologique, organisationnel et managérial. Il y a aussi tout ce qui est environnement. Et donc j'ai pu échanger ce matin avec une start-up qui est présente à Devox, la Green Spector. Donc voilà, on est donc toujours dans la technique et on est sur des sujets qui sont des sujets de demain. Maintenant qu'on prend cette vision d'entreprise, et donc après on peut rajouter plein de services, c'est modulaire, on peut rajouter plein de services. C'est comme toute application, il faut mesurer tout ça. Dans une application, on va la monitorer pour savoir si ça se passe bien. Et dans une entreprise, on va la monitorer aussi. Donc parmi les outils de monitoring, il y a Great Place to Work. Vous connaissez peut-être ce classement. Donc ça permet de se positionner, on fait le questionnaire, voilà, et de se positionner pour savoir comment on se comporte si l'entreprise est comme on l'espérait. Ça fait 3 ans qu'on le fait. La première année, c'est délicat. Je vous le dis tout de suite, première année, dès qu'on parle de transparence,
Quand on parle d'agilité, c'est aussi de la transparence, on a des post-it partout. Enfin, la transparence, c'est aussi accepter la vision de l'autre et ne pas prendre des reproches, mais savoir qu'on est dans l'amélioration continue. Et donc, quand on a fait Great Place to Work la première année, on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, c'est toujours un risque et c'est toujours se faire un saut dans l'inconnu. La toute première fois qu'on pensait le faire, on ne l'a pas fait parce qu'on était un peu trop à l'étroit dans le locaux. On s'est dit non, si les locaux sont trop petits, on ne va peut-être pas faire Great Place to Work. Autre élément d'indicateur de monitoring, exactement comme on veut monitorer une application, c'est l'humeur du mois. Les agilistes connaissent le team mood. Et l'humeur du mois, c'est tous les collaborateurs reçoivent un mail tous les mois pour dire s'ils sont cliqués sur l'une des 3 icônes. Pas plus d'explications que ça, avec l'engagement pour le manager d'appeler dans les 24 heures si jamais c'est rouge. Et c'est pareil, comme pour une application, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Est-ce que c'est bien, pas bien, voilà. Mais une fois que c'est en prod, c'est plus pareil. Et quand une application passe en prod, ça change et on est plus utilisateur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des personnes qui mettent rouge, j'appelle et on me dit « Ah, j'ai mis rouge parce que je voulais savoir si tu étais là. » Tu m'as dit que tu appelais dans les 24 heures. Je dis « Je suis là, comme ça on peut se parler. » Même si des gens disent « Pourtant, on est à taille humaine, on peut se parler. » Mais peu importe, ce n'est pas le moyen qui compte. Il faut avoir plein de moyens et chacun choisit le moyen qu'il préfère. Et ensuite, comme toute application, il y a du build. On va faire de la continuous deployment, continuous integration. Et en fait, dans une entreprise, il y a le continuous improvement, l'amélioration continue, le Kaizen. Et ça, c'est important parce que c'est de l'humain et ça peut bugger souvent. Il y a des relations humaines, c'est pas évident, c'est pas le monde des bisounours, on est dans beaucoup de relations, c'est pas l'informatique, c'est pas ligne de code et puis on sait où ça va. Donc il y a beaucoup de partage et voilà. Et donc ça peut bugger et comme toute application, il y a des bugs. L'amélioration continue, c'est dire tiens là ça a bugué, on en discute et puis on corrige et on itère et comme ça on va au fil de l'eau. Donc voilà un modèle d'entreprise de demain, donc avec des services, toujours le plaisir au centre de tout. Et ensuite, si on réfléchit, après il y a de la croissance. Et pareil, on entend, mais pourquoi faire de la croissance? On ne peut pas rester 20, ce serait bien. Et en fait, beaucoup de gens, alors nous, quand on était 20, les gens étaient inquiets qu'on soit 50, mais quand on est 50, ils sont inquiets qu'on soit plus, etc. Donc je pense que les gens sont toujours inquiets. Et puis en échangeant avec d'autres entreprises, même des entreprises de plus grande taille, 1000 personnes, etc., tout le monde est toujours inquiet de la croissance. Parce qu'en fait, la croissance, l'inquiétude vient du fait qu'on a l'impression que ce qu'on connaît, là où on est bien, ça va changer en fait. Et donc l'idée, c'est de comment scaler, comment faire de la croissance, tout en gardant l'esprit start-up, c'est-à-dire un esprit d'équipe à taille humaine. Parce que si on fait de la croissance, et de la croissance mal maîtrisée, on va se retrouver dans ce genre de modèle que vous connaissez peut-être, le gros paquebot, je n'irai pas jusqu'à dire ingouvernable, mais où tout prend des proportions avant de tourner à droite, tourner à gauche. Il y a énormément de process, ça alourdit le plaisir qu'on prend à faire son travail parce qu'on passe plus de temps dans les process que là-dedans. Beaucoup de grands groupes, vous le savez, font de l'innovation, essayent de faire des incubateurs de start-up aussi au sein du grand groupe, et des grands groupes essayent de retrouver l'esprit start-up parce qu'ils se sont retrouvés dans des process. Je pense que vous avez tous vécu ça. Et au-delà des process, aussi quand on est dans un grand groupe, il y a des grands groupes qui marchent très bien d'ailleurs, ce n'est pas du tout une critique, parce que tout ça c'est bien géré. Mais après, effectivement, il y a ce côté comment faire de la croissance tout en gardant un esprit et esprit à taille humaine, le plaisir et un esprit, une culture start-up. Et garder du sens, etc. Donc, un des moyens, c'est ce qu'on appelle l'entreprise horizontale. Et c'est comme aussi le parallèle technique. On a une application, une entreprise, on va en faire plusieurs instances et on va déployer plusieurs instances sur des nœuds différents. Donc, on va prendre une entreprise et on va la déployer. Et voilà. Et on va se retrouver comme ça avec plein de petites instances, de petites entités, entreprise horizontale, plutôt qu'un gros paquebot, de se dire tiens, on va avoir plusieurs speedboats. Donc c'est un modèle de développement d'entreprise que certains font, Et comme ça, on peut rester à taille humaine. C'est plus manœuvrable, plus pilotable, plus gérable, plus agile. C'est plus facile de se dire que dans chaque instance, on est maximum 40-50 personnes. Et donc typiquement, nous, on a des agences en région, des agences géographiques, à Lille, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Et l'idée, c'est à Paris de faire la même chose. Et on teste ça, c'est tout nouveau, ça fait 2 mois, on va voir ce que ça va donner. De se dire, voilà, on va aussi essayer de créer des agences locales
pour, sur une entreprise, même à Paris, faire des agences à taille humaine, avec quelqu'un, bien sûr, à la tête de chaque agence. C'est là où j'en reviens. Vous vous rappelez sur le slide où je disais que les clients peuvent directement échanger avec des personnes, des consultants de la couche métier. Ben, il y a des personnes qui peuvent être à la tête de ces agences locales, qui sont des techniques, qui peuvent manager leurs collaborateurs et qui ont aussi une appétence pour le commerce et l'échange avec le client. Donc ça, c'est un modèle de développement d'entreprise horizontale. Je vais tenter aussi ma démo. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non, si c'est un site web, normalement, Ah non, je ne suis pas connecté. Voilà, j'aurais dû me connecter, je t'ai pris. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on met en place aussi des indicateurs, je parlais de transparence, et exactement comme un outil de monitoring, on va pouvoir cliquer sur les agences, et sur chaque agence, on va pouvoir voir un peu les chiffres, donc savoir quel est le résultat, l'effectif, le taux de staffing, le chiffre d'affaires, etc. Et donc, exactement, ça permet de prendre la santé financière et d'humeur de l'entreprise. Et en fait, le principe, c'est, en faisant ce contrôle-là, d'être transparent et tous les collaborateurs peuvent accéder à ces chiffres. Donc la transparence, c'est important, puisque dans un modèle d'organisation d'entreprise horizontale, c'est de laisser la responsabilité à chaque entité de pouvoir prendre ses décisions. Donc vous avez beaucoup entendu parler d'entreprise libérée, je pense. Qui a entendu parler d'entreprise libérée ? Ok, vous êtes très nombreux. Donc il y a beaucoup de mythes autour de l'entreprise libérée. Est-ce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, pas de leader ? On parle souvent des mêmes. Et en fait, l'entreprise libérée, moi j'ai une définition de l'entreprise libérée qui est la suivante. C'est en fait plutôt qu'entreprise libérée, c'est d'employer le terme entreprise responsabilisante. Parce que c'est pas on se libère d'un joug ou d'un poids, mais on responsabilise les collaborateurs, on leur fait confiance. Et l'entreprise responsabilisante, c'est 3 choses. La première, c'est les décisions qui sont prises. La première, c'est abaisser le centre de gravité de la prise de décision. Donc c'est ça l'entreprise responsabilisante. Et abaisser le centre de gravité de la prise de décision, ça passe par 3 critères. Le premier critère, c'est les décisions qui sont prises dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, ça c'est important. Ça peut paraître anodin, mais on peut dire « Ah, je suis dans une entreprise libérée ». Nous, pareil, on a eu des phases un peu compliquées parce qu'on croyait que tout est possible, tout est permis, mais non, ça doit rester dans un cadre précis, dans le sens de l'entreprise, et donc les décisions sont prises dans l'intérêt de l'entreprise. La deuxième, c'est que les décisions sont prises par des personnes compétentes. Il faut avoir la compétence pour. Et avoir la compétence, quand on recrute, c'est facile, plus ou moins facile, parce que bien sûr, il faut passer les entretiens, et il y a toujours on ne connaît pas la personne, mais au moins, on sait ce qu'on va chercher comme compétence. Après, il y a dans les entreprises qui se transforment, et on parle de transformation des organisations, la compétence doit être aussi accompagnée, d'où l'intérêt de la formation, etc., pour pouvoir évoluer et accompagner les personnes dans sa carrière. Et le troisième critère, c'est la transparence. C'est que pour prendre sa décision, on doit avoir toute l'information à disponibilité. Si on n'a pas toute l'information, ce n'est pas possible de prendre une décision. Est-ce qu'il faut sponsoriser telle ou telle conférence ? Est-ce qu'il faut organiser tel ou tel événement ? Est-ce qu'on a un budget pour sortir des vidéos qu'on va aller faire filmer par des professionnels, etc., etc. On peut prendre des décisions qui vont être lourdes de sens quand derrière on vous dit « Ah, au fait, c'est bien ta décision là à 100 000 €, mais en fait, on n'a pas d'argent. » Donc en fait, pour prendre sa décision, il faut avoir l'information, et d'où l'intérêt de la transparence. Donc la transparence, vous voyez, qui revient souvent à différents niveaux. Si on en vient sur l'aspect managérial, donc on est dans une entreprise donc, responsabilisante. Il y a des personnes qui vont pouvoir piloter des petites entités à taille humaine. Et le manager, alors ça c'est un livre qui est vendu en plein de millions d'exemplaires, il est écrit 17 millions sur couverture. Je vous passe tous les détails, objectifs minutes, félicitations minutes et réprimandes minutes. Mais si je prends juste les objectifs minutes, l'idée c'est de dire, voilà, les objectifs minutes, vous vous rappelez le KISS, Keep It Simple ? Les objectifs d'une personne, sa fonction doit pouvoir être décrite en 1 minute. Et si on doit l'écrire, c'est vraiment quelques phrases. Donc, et là, on retrouve aussi le elevator pitch des startups, etc. Donc, keep it simple, restons sur 1 minute. Et ça, c'est vraiment l'humain. Quand on parle de comportement dans l'entreprise et sur ses objectifs, c'est ce qu'on peut voir régulièrement. Prenons quelqu'un qui, dans son entreprise, va, et c'est l'exemple qui est pris dans le livre, qui va pas forcément être dynamique, qui va se poser des questions, qui tiens, je fais un boulot. Vous avez entendu parler des bullshit jobs. Tiens, je fais un rapport, je fais une documentation, je suis en train de développer telle appli, mais je ne sais pas si les gens vont l'utiliser, je ne sais pas si mon travail sert à quelque chose. Et en fait, la même personne,
qui, à titre personnel, le soir, va se retrouver au bowling, à balancer la boule, faire un strike, va être super contente, va être beaucoup plus dynamique que dans son travail. Pourquoi il y aura du plaisir le soir et pas du plaisir dans son travail? Et un des éléments d'explication, c'est quand on est au bowling, on voit tout de suite le feedback de ce qu'on fait. Donc le bowling est un exemple, on peut l'appliquer partout, vous verrez tout à l'heure. Mais quand je lance ma boule et que je fais un strike et que j'abatte 10 quilles, je sais que c'est bien. C'est pas évident d'abattre 10 quilles, sauf si certains sont très bons, mais c'est pas évident. Donc on sait qu'on a performé. Donc en fait, ce feedback sur ce qu'on fait, c'est ce qui donne aussi le sens à nos actions. Et finalement, ce feedback, on le retrouve partout. Quand on développe une application, on a cette chance que quand on développe une application, on met du code, on développe l'appli, on lance l'application et on voit si ça fonctionne. Et on voit si ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même bien. Quand on fait de l'agilité, on fait des sprints, 2, 3, 4 semaines, et on va montrer le résultat de l'itération, du sprint. Et du coup, pareil, on a un feedback. Le client le voit, je sais, et je viens et je peux mesurer ce qui a été fait. Quand on fait des tests unitaires, donc certains l'ont reconnu, les tests unitaires de trafic, il y a beaucoup de publicité pour trafic dans ce talk, mais les tests unitaires, quand on voit que la barre est verte, on sait qu'on a réussi, qu'on a fait quelque chose, c'est bien, nos tests fonctionnent, nos tests passent. Donc en fait, nous, on a cette chance dans notre métier, dans ce qu'on fait, qu'en fait, ce qu'on fait, on peut en mesurer et on sait si on a réussi ou pas. On sait si notre test passe, on sait si l'application fonctionne, on sait si l'application est scalable. On fait des tests, etc. Donc on a vraiment cette chance-là. On n'a besoin de personne pour venir nous dire « Ah, tu fais du bon boulot ». Non, en général, on le sait. Mais on a quand même besoin de reconnaissance. Et du coup, la question, c'est à quoi sert un manager? À quoi sert un manager? Alors, un manager, la définition d'un manager, selon moi, c'est un facilitateur. Et si on reprend, je reprends la définition de Vinay Nayar dans son livre Employees First, Customer Second de CEO, le CEO, ce n'est pas le Chief Executive Officer, c'est le Chief Enabler Officer. Donc vraiment, on parle de facilitateur, la personne qui va pouvoir accompagner le collaborateur, l'aider à progresser, l'aider dans son parcours de carrière, pouvoir échanger avec lui, lui donner des éléments d'information, mais pas le micromanager, pas être derrière lui, pas lui dire quoi faire ou ne pas quoi faire. D'ailleurs, sur cette histoire de micromanagement et de manager et de mode de fonctionnement, et c'est pour ça qu'on parle d'entreprise libérée. Une entreprise libérée, c'est, quand vous verrez plein de définitions, c'est on parle d'humain au centre de tout, on parle de responsabilisation. Et en fait, à l'inverse, quand on ne fait pas de micromanagement, il y a un pendant quand même au micromanagement. Si on ne veut pas être derrière le dos des gens pour savoir exactement ce qui se passe, le pendant, je ne sais pas si vous devinez, c'est la transparence, c'est les KPI, c'est les indicateurs pour savoir comment performe l'entreprise, comment performe tel domaine, est-ce qu'on est en train de gagner de l'argent, pas de gagner de l'argent, est-ce qu'on va dans le mur, est-ce qu'on a pris la bonne décision, est-ce que le produit qu'on lance fonctionne, est-ce qu'on a recruté les bonnes personnes, etc. Plein de questions qu'on peut se poser. Et tant qu'on n'a pas les indicateurs, on est obligé de faire aussi, enfin pas obligé, on va éviter de faire le micromanagement, mais voilà, c'est le pendant. Et dans une entreprise libérée, une entreprise responsabilisante, les indicateurs et les KPI sont extrêmement importants. Voilà, et donc on en revient encore une fois à la transparence. Exactement comme dans un projet agile, je vois mes post-it, work in progress, to do, done, et je sais s'il y en a beaucoup plus dans done que dans work in progress. Donc on est vraiment dans la transparence, et ce n'est pas pour pointer les gens du doigt, mais c'est pour aider à faire progresser et corriger les choses. Quand on parle de leadership aussi, vous savez, je parlais de hiérarchie, de micromanagement, on n'est pas dans le leadership pyramidal, avec une sorte d'autorité sur la personne parce qu'on a une posture hiérarchique vis-à-vis d'elle. Là, on va être, imaginez, un leadership horizontal, c'est-à-dire que de réseau, où tous les nœuds ont le même niveau à peu près, et puis en fait, tout le monde peut communiquer, échanger ensemble. Et de par son influence, de par ses compétences, de par son talent, on émerge, on se fait connaître, on gagne un leadership naturel. Et les entreprises, et c'est là où c'est toute la difficulté, surtout quand on fait de la croissance, quand une entreprise est en croissance, c'est d'arriver à laisser les talents émerger et ne pas étouffer, et un peu comme on se retrouve où on se dit tiens, on perd la culture d'innovation, on devient un mammouth, etc. Donc c'est arriver à éviter ça. Donc c'est là où l'innovation managériale, comme l'innovation organisationnelle, sont extrêmement importantes de nos jours, surtout pour accompagner aussi l'innovation technologique. Donc, pour retenir sur cette présentation,
Donc il y a 5 points, les 5 points importants. Je les ai mis un peu dans le désordre. Donc je vous rappelle le plaisir au centre de ce qui est fait. Le côté humain, c'est extrêmement important. On est quand même dans une entreprise. C'est l'humain, c'est les hommes qui comptent. La transparence. J'ai pris suffisamment d'exemples sur la transparence. Rendre les choses internes, transparentes, pourquoi on fait les choses, etc. Donner du sens à ce qu'on fait. Voilà, ce sont les 5 axes qu'on va retrouver dans ce qu'on peut appeler l'entreprise de demain. Plus l'entreprise a des moyens, plus elle peut utiliser ses moyens et les partager et pour pouvoir faire quelque chose. Quelque part, une entreprise qui fait je sais pas, enfin, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va faire 5 millions de résultats, avec 5 millions, elle peut consacrer de l'argent à l'innovation, elle peut consacrer de l'argent à l'incubation, elle peut consacrer de l'argent au service pour les collaborateurs, etc. Et il y a un dernier point à citer, c'est sur les intercontrats, puisque je l'ai évoqué, et on parle des journées non facturées. Et l'idée, c'est effectivement, il y a des intercontrats, c'est par défaut, ça va arriver, c'est structurel, on ne peut pas s'en empêcher. Par contre, il faut les utiliser. Ça vous dit que c'est pas mal, ça arrive, donc pourquoi ne pas se former pendant ce temps-là? Pourquoi ne pas travailler sur des projets open source? Pourquoi ne pas travailler sur des projets internes? C'est l'entreprise qui doit s'organiser et ne pas juste voir les personnes comme des gens qui font de l'argent et qui facturent, mais aussi comme des personnes qui peuvent apporter quelque chose au-delà, voilà, pour garder ce côté humain. Merci pour votre attention. N'hésitez pas pour vos questions. Donc, j'ai fait exprès de garder du temps pour les questions, puisque comme je vous ai dit, donc, en mode projet open source, c'est un exemple, voilà, une vision, des choses à partager. Je suis très preneur de vos retours et de vos questions, ou soit des questions, soit des partages d'expériences que vous pouvez avoir. Pas de souci. Et que le premier se lance, c'est toujours le plus difficile, la première question. N'hésitez pas. Ah, il y en a 2, parfait. On commence par toi. D'accord. Donc la question, c'est comme dans l'agilité, est-ce qu'on a pensé à faire des managers qui tournent, des managers éphémères sur les rôles? Non, ça, on n'y a pas pensé. Et ce serait intéressant à essayer. Nous, ce qu'on a pensé, par exemple, c'est de pouvoir, alors on ne l'a pas encore fait, mais de pouvoir installer, on réfléchit à des comités de direction, etc., que des collaborateurs puissent venir. Voilà. Et il y a des consultants qui deviennent managers, mais tourner, ça, on ne l'a pas fait. Oui. D'accord. Alors la question, c'est comment faire sur les KPI quand ils sont, pour ne pas avoir l'effet vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Tu veux préciser peut-être ce que tu penses par là? Ah oui, d'accord. Alors tu as bien suivi. Alors l'idée, c'est de se dire, faire remonter ces chiffres, c'est vert, ça a l'air très beau et tout ça, mais derrière, finalement, c'est rouge et ça repose sur rien, et en gros, c'est du vent un peu. Donc c'est une très bonne question, et tu as bien retenu le slide sur les 2 cercles. En fait, les KPI, les gens doivent se les approprier et les utiliser à bon escient. Donc effectivement, comme un outil, quand on fait un test unitaire, quand c'est rouge, c'est rouge. Et après, il faut le corriger. Et finalement, la confiance et la transparence, finalement, ça ne trompe personne si derrière, c'est du vent. Moi, l'exemple que je prends d'habitude, souvent, je vois des entreprises, nous, on est cool, on a un baby-foot, on a une table de ping-pong. Mais non, c'est pas parce qu'on a une table de baby-foot ou un ping-pong qu'on est cool. Si c'est pour dire, mais à 14h, qu'est-ce que tu fous à la table de ping-pong? Tu n'es pas en train de bosser, toi, je t'ai repéré, tu vas voir à ton entretien annuel. Ou alors tu fais du bruit, ça ne m'intéresse pas. Donc, vraiment, c'est une question de contexte, et c'est là où la transparence est aussi important pour la confiance. Et la confiance peut se perdre rapidement. Et donc, en général, ça se sent, et puis ça dépend. Je n'ai pas d'éléments précis, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que personne n'est dupe dans une entreprise qui essaye d'être cool. Un dernier exemple, je ne vais pas la nommer, mais il y a une entreprise qui a tenté Great Place to Work. Et en fait, je connais un ami à moi qui est là-bas, et ils ont fait un très mauvais résultat. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va faire une petite réunion, ceux qui veulent participer, pour nous expliquer les résultats et comprendre pourquoi on a été mauvais.
Il a dit pas de problème, moi je veux bien y aller. Et en fait, ils ont fait la réunion et il a donné son avis et il s'est fait allumer. Et il a dit mais pourquoi vous me demandez de venir si voilà. Donc en fait, finalement, les indicateurs et les KPI, quand on fait un projet agile, si les indicateurs sont transparents, mais derrière on a le manager sur le dos parce qu'on a mal travaillé, on n'a pas développé, on a 2 jours de retard, etc. Bah là, tout de suite, on sait que c'est du vent en fait. Donc c'est vraiment l'état d'esprit et le contexte dans lequel on le fait qui compte plus que les KPI. Les KPI viennent illustrer un contexte en fait. Mais le plus important, c'est le contexte. Oui. Alors, la question, c'est jusqu'où on va sur la transparence et est-ce qu'il y a un tableau de salaire? Alors non, on n'a pas ça. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font. Pour nous, c'est le dernier tabou. Après, il y a des contraintes légales en France, etc. On n'a pas franchi ce cap. On sait que ça peut arriver. Ça pourrait être, dans la théorie, ça pourrait être quelque chose à faire, mais ça, non, on ne l'a pas fait. Alors, on ne l'a pas fait. La question, si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a une chose très juste dans cette question, c'est que pour mettre des choses en place, il faut avoir un certain niveau de maturité aussi. Il faut aussi que ça se fasse dans la confiance. Il ne faut pas que les personnes disent tiens, moi, on affiche mon salaire. Bon, je pense que vous êtes tous dans les sociétés de services ou dans d'autres sociétés, entre vous, les gens parlent. Donc finalement, les salaires sont connus. Moi, je vois des gens en entretien annuel, ils me disent oui, un tel, il est comme moi, il a plutôt tel salaire. Donc finalement, ça se sait. Mais quelque part, le rendre public, c'est une étape et effectivement, il y a une question de maturité. Il y a aussi une question de cadre juridique. Et puis, on s'est dit qu'il y a d'autres sujets en amont qui vont peut-être plus intéresser. On fait aussi des sondages, on pose des questions, etc. D'ailleurs, au passage, le petit aparté, poser des sondages, poser des questions, faire un sondage, c'est très bien. Mais parfois, typiquement, vous avez vu sur le t-shirt Coding the World, c'est venu complètement de manière imprévue par travail marketing et commit strip, et pas du tout par les sondages internes où on a eu 300 propositions, on a fait le tour des agences, etc. etc. Donc il y a des choses qui viennent aussi de manière spontanée, mais de manière itérative aussi, comme l'agilité. Donc non, c'est l'idée d'aller sur des choses plus essentielles. Et je pense que les salaires, par contre, ce sera la dernière chose qu'on fera. Si on y va, je pense que ce sera en dernier. Mais on s'est déjà posé la question. Oui. Alors, la question, c'est s'il y a des conflits entre le business et la transparence. Alors, les conflits, il y en a toujours, surtout, donc, je vous rassure. Et sur le business et la transparence, mais en fait, je ne sais pas, business, par exemple, les contrats, les missions, des choses comme ça. Oui. D'accord. Alors c'est vrai que par exemple sur la transparence, quand on montre des choses en interne et qu'on les diffuse à tout le monde, après il y a certaines choses qu'on ne met pas, ils sont montrés mais on ne les met pas parce qu'après on se dit si ça sort pour les concurrents, la concurrence, c'est peut-être de l'information stratégique. Sur les conflits, les missions, les contrats, j'ai pas beaucoup d'exemples où il y a eu des conflits. Par contre, effectivement, ça peut se poser, je ne sais pas si c'est le sens de la question, quand on a une mission pour un collaborateur, qu'il a le choix entre deux missions, il y en a une qui va être plus intéressante dans la rémunération, dans la facturation et pas l'autre. Et en fait, l'idée, c'est d'être transparent, de tout poser et de laisser la personne choisir, sachant que ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Si à un moment, le contexte s'y prête, non, à un moment, faut rester en mission parce que c'est important pour l'entreprise et on demande à la personne de faire un effort. Donc, c'est vraiment la transparence, c'est ça aussi, c'est la confiance. C'est à un moment, si jamais on pense à un moment qu'on a l'impression de faire du vent, ça se propage et la confiance est très dure à gagner, elle est très facile à perdre. Donc, de conflit entre le business et la transparence, on l'a pas ressenti, non. Non. Et vous voyez, là, j'ai présenté des chiffres sur certaines agences. Voilà, donc c'est pas grave, c'est transparent, ça va pas changer. Chacun a son activité, c'est pas un souci. Donc c'est rare qu'il y ait des conflits. Après, les NDA, des choses comme ça c'est différent. Mais non. Il nous reste 50 secondes. Si quelqu'un veut poser une dernière question, je reprendrai beaucoup plus rapidement. Oui. Alors,
Ce niveau-là, c'est un niveau pour échanger, pour discuter, pour réfléchir sur la stratégie de demain. Les décisions, c'est transparent, mais pas tout le monde a envie de participer. Chacun est bien sur tel ou tel domaine, n'a pas spécialement envie de participer à ça. Il y a un cadre qui est toujours important, parce qu'à un moment, si ça ne se passe pas bien, justement, ce n'est pas le monde des bisounours. Si quelqu'un ne respecte pas le cadre, en général, il faut bien aussi, souvent ça vient de l'intérieur, donc quelque part, il se retrouve petit à petit, un peu comme dans le management tribal, ils sont un peu exclus. Donc ça reste nécessaire pour échanger, partager sur la vision. Voilà. Et après, pour prendre la décision, il faut avoir la compétence. Et ça, pas tout le monde l'a tout de suite. Donc c'est un travail, c'est de la préparation, c'est de la formation. Et on gagne la confiance. Quelqu'un prend une décision et il a pris de la bonne décision, donc il a la confiance des autres et petit à petit, il peut faire de plus en plus de choses. Donc c'est un travail itératif et à chaque fois, on montre ses preuves. Après, les décisions sont partagées. Après, elles sont partagées, communiquées, on se réunit régulièrement, etc. Et on a une boîte à idées comme tout le monde. Voilà. Merci.